Il est 8 heures quand j'arrive sur la ferme de Lionel Bonnevial. Ce dernier est éleveur au sein du label rouge Agneau fermier des Pays d'Oc. Et ce matin, en pleine période de mise bas, il se dirige rapidement vers l'une de ses brebis. Déjà à 6 heures, il avait surveillé l'animal à 2 doigts de mettre bas ses petits agneaux. Coup de bol pour moi, la brebis a attendu la présence de la caméra. Un spectacle assez fascinant qu'il m'est possible de partager avec vous. Vous venez d'aider à mettre bas. Voilà. Ouais, elle a fait les os ce matin à 6 heures. Et donc là, vous me disiez, je sais pas si on a entendu, l'eau c'est pour les réveiller. L'eau froide, c'est pour les réveiller, ouais. Dans un pays où les agriculteurs sont désormais moins de 400 000 contre 6 millions en 1946, combien de personnes ont vu une brebis mettre bas ? En tout cas, pour moi, c'était une première. Si les générations de l'époque avaient toutes au moins un membre de la famille dans le monde agricole, aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas. Bah là, les images de mise bas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça. Vous voyez ça chaque année, tout le temps. Oui, parce qu'on avait mis au bas des laitières au fini il y a juste 15 jours. Là, il y a ce lot, et là, on va rattaquer mi-juin, mi-juillet. Et après, les laitières, on recommence fin septembre. C'est dans tout le temps, quoi, plus ou moins quoi. Et là, vous avez commencé les agnelages tout là récemment. Il y a une semaine, là, c'est juste là, ça commence juste là. Okay. Ouais, ouais. Là, il y a ça qui, ce lot qui va mettre là. Tout là, sont pleins là. À part là. Après là tout on va mettre bas et là c'est des luttes. Là on l'insémine le jeudi là. Ce lot et les autres lots on les a inséminés le 15 janvier. Ok. Pour les mises bas l'été quoi. Donc la période d'annelage, elle court combien de temps à peu près? C'est sur un mois parce que c'est des montes naturelles. Hein. Ça dure un mois et là c'est les simulations sur 15 jours, il y a quasiment tout qui a mis bas. Ouais, il y a les simulations du premier retour. Il y a 85-90% des brebis qui mettent mal. Voilà. Son métier d'éleveur, Lionel Bonnevial le vit comme une passion. Il possède un troupeau de brebis laitières en parallèle du troupeau destiné au label rouge de l'agneau fermier des Pays d'Oc. Le travail, ce n'est donc pas ça qui manque sur la ferme, d'autant plus que chez lui, la plupart des tâches quotidiennes se font manuellement. Il n'a pas fait le choix, comme beaucoup de ses compères, de se reposer en grande partie sur la mécanisation. Le coût des investissements à supporter est trop prohibitif selon Lionel et un risque conséquent dans un métier qui peine à se rémunérer à sa juste valeur. On se lève à 6h, 6h15. Vu qu'on a des brebis laitières, on commence à traire les brebis laitières. On s'occupe des brebis laitières et les animaux de renouvellement. On en a jusqu'à 8h à peu près. 8h on déjeune et là on monte après à 8h30 et voilà, en demi-heure ici
vu qu'il y a que la ration et du foin en demi-heure. Là un peu plus vu qu'il y a quelques mises bas là. Mais bon, pour le moment les agneaux qui sont nés ils têtent tout seuls du coup. Après voilà, tous les matins c'est ça, on attaque à 6h30 jusqu'à 9h. Voilà. À peu près on a déjeuné et tout. Quoi. Après voilà, il n'y a rien d'automatique, tout est manuel. Fini. C'est un choix que vous avez fait? Ou c'est aussi que ça s'y prête Au départ c'était un choix économique de toute façon. Déjà, et puis bon, avec ce système de couloir, vu qu'on leur met que du foin, on ne force pas non plus du physique s'il y avait des tapis et tout, mais bon, ça se fait très bien. Après, voilà, juste avec mon épouse, on traite 250 brebis pour le moment. Là, il y a 310 viandes. Voilà, toujours à 9h, le boulot est fini. Quoi. Voilà. Après, c'est un choix, mais bon, ça se fait. On ne consomme pas d'électricité, c'est ça. C'est dans l'air du temps peut-être, je ne sais pas, mais non, mais c'est ça. Ouais. Non, sans de gros investissements, on arrive à soigner des brebis. Quoi, hein. On n'a pas besoin des. Je ne dis pas que c'est pas pratique, hein, le tapis, loin de là. Hein. Voilà, vu que là on a trois aires, 3 lots différents, quasiment presque 3 alimentations différentes, vu que là il y a des brebis avec des agneaux. Là c'est bon, alors encore, là, c'est 2 lots des brebis à lutte, c'est à peu près la même ration. Mais bon, des fois il y a des brebis à des agneaux, des brebis gestantes, des brebis taries. Vu que l'alimentation n'est pas la même, on ne peut pas soigner partout pareil. Quoi. Donc vous avez une alimentation différente pour des brebis, qui viennent de mettre bas. Est-ce que vous en avez même avant une préparation peut-être pour la mise à bas? Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Bon, des brebis taries, c'est des brebis qui n'ont pas spécialement de gros besoins. Comme là, dès qu'on les rentre, jusqu'à ce qu'on les mette à la lutte, elles ont juste du foin. Quoi. Après, 15 jours, 3 semaines avant l'insémination, on commence à faire un fushing, on met 3 ou 400 grammes de céréales, plus un peu de luzerne déshydratée pour corriger la ration, à faire un apport de protéines. Et là, tout simplement, elles sont rien qu'au foin. Alors, on est obligé de donner de la ration pour faire un fushing pour la reproduction. Quoi. Et là, c'est pareil, c'est des brebis gestantes. Le dernier mois de gestation, on met un peu de céréales. Et après, à la fin, juste avant qu'elles mettent bas, on met pareil, on augmente les céréales et on met de la protéine pour corriger. Et là, elles sont à 600-700 grammes de ration par jour. Quoi. 400 grammes d'orge, 300 grammes de luzerne déshydratée. Plus du foin. On essaie de mettre du foin un peu plus meilleur. Vu que c'est des brebis qui vont mettre bas ou qui mettent bas, il faut quand même une ration assez énergétique pour élever les agneaux. Quoi. Et avoir des agneaux à peu près jolis quand ils à la mise bas. Quoi. Et voilà. Vous êtes un peu, l'agriculture est une science et vous êtes un peu scientifique. Oui, scientifique. Après, bon, on a un technicien qui nous suit. Voilà, alors, à chaque période, il nous fait plus ou moins des ratios à peu près équilibrés. Justement, pour suivre les besoins des brebis et tout, le stade de gestation ou pas. Après, là, c'est des brebis qu'on a inséminés le premier lot là-bas. On les a inséminés le 15 janvier. Le début mars, on va les tondre. Et après, c'est des brebis qu'au 15-20 mars, elles partent dehors, non-stop, jusqu'à la mise bas. Quoi. C'est des brebis qui mettent bas au 15 juin. Jusqu'au début juin, elles sont dehors non-stop. Quoi. On a des parcelles à 1,5 km, il y a un tunnel. Il y a 15 hectares à peu près autour du tunnel et on les laisse dehors jusqu'à la mise bas. C'est qu'au niveau boulot, ça nous fait moins de boulot. En plus, c'est des prairies qui penchent, elles les valorisent bien au moins. C'est vrai que par rapport à ça, c'est un peu l'avantage des brebis viandes. Ça valorise très bien les parcelles un peu éloignées, et en pente. Si Lionel Bonnevielle possède 2 troupeaux, les brebis laitières et les brebis viandes, c'est pour l'aspect complémentaire. À la fois en termes de revenus, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et en termes de travail sur la ferme, puisque les périodes intenses, comme les mises bas, ne se chevauchent pas. Oui, vous avez 2 ateliers, c'est quelque chose de très complémentaire pour vous et ouais, ça vous permet. Complémentaire, en plus au niveau trésorerie, c'est pas des périodes qui se chevauchent. On commence de traire début novembre jusqu'à fin juin. Et là, on a surtout les grosses mises bas de juin et juillet. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'on a eu beau toute l'année après. Voilà. Sinon, et après, voilà, l'avantage, c'est qu'en faisant des mises bas, l'avantage aussi, de juin et juillet, on a les agneaux en contre-saison où il n'y en a pas, c'est-à-dire de septembre à novembre, où les agneaux se valorisent quand même assez bien.
Voilà. Après, bon, la race, les brebis, là, c'est un croisement, vu qu'on a des laitières. C'est un croisement Lacon Suffolk. Sur 300 brebis, les 150 meilleures, on les insémine, elles prennent avec du Lacon, et tout le reste, on met du Suffolk dessus pour faire ce croisement. C'est pour ça qu'elles ont des têtes noires et elles sont un peu ou blanches ou noires. Bon, il y a quelques Lacon encore, mais pas beaucoup, quoi. Et après, on recroise, on refait un croisement avec du charolais ou du texel. Voilà, alors on a quelques béliers texel, là, c'est pour ça qu'il y a des agneaux qui sont beaucoup blancs. La tête blanche, c'est croisé texel, quoi. Voilà, après, l'avantage de ce deuxième croisement, c'est pour la conformation, quoi. Par rapport au label et tout, vu qu'on est en démarche label IGP, on essaie d'avoir des agneaux bien conformés, vu qu'on est payé à la grille. Quand vous dites des agneaux bien conformés, c'est-à-dire? Des agneaux qui aient du gigot, qui aient des épaules, qui ne sont pas trop gras. Voilà, parce que pour l'IGP, on est en démarche label IGP. L'agneau label, il faut qu'ils aient moins de 100 000 jours à l'abattage. Et le label, c'est entre 120 et 150 jours. Tous les agneaux qui ont plus de 150 jours, ils sortent de la démarche. Mais en principe, il n'y en a pas trop, quoi, par rapport à ça. Pause. Arrêtons-nous quelques minutes sur cette histoire d'IGP et de label. Je suis allé à la rencontre d'Éric Lagarde, quelque temps après le reportage chez Lionel. Il me semblait important, pour mieux situer le travail de l'éleveur dans un contexte global, qu'il nous parle de la création du label Agneau fermier des Pays d'Oc. Un label qui a d'ailleurs fêté ses 30 ans d'existence l'année dernière. Et son histoire a commencé d'une façon assez cocasse, avec un camion d'agneaux hongrois et des éleveurs du Lot en colère. La naissance en fait des labels, je dirais même des labels régionaux, date de 1980, lorsqu'on a, sur le département du Lot, lorsqu'on a intercepté un camion hongrois qui venait se faire abattre à l'abattoir de Cahors, dans le Lot. Puisqu'à l'époque, les agneaux du Lot avaient une très bonne réputation sur la Villette, donc sur Paris, et ces agneaux étaient plébiscités par tous les bouchers. Sauf que l'appât du gain a fait que les abatteurs locaux se sont tournés vers d'autres productions, aveyronaises, tarnaises, nationales, voire internationales, et donc lors de l'été 80, on a intercepté donc un camion hongrois de 300 agneaux qui venait se faire abattre à Cahors, et les éleveurs à l'époque l'ont déchargé dans la cour de la préfecture, ce qui a fait un petit peu de tapage, et les médias qui n'étaient pas ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais qui n'avaient peut-être pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc on rebondit sur la situation un peu cocasse de tailler les rosiers de la préfecture par une troupe d'agneaux. Donc on saisit cette occasion de communiquer sur la situation catastrophique des éleveurs en 1980. Donc partant de là, la région, le département se sont posés des bonnes questions en disant mais que se passe-t-il réellement ? Parce qu'on a des bons produits, des produits qui étaient plébiscités dans les années 70, qui aujourd'hui sont un peu bannis par les bouchers parce qu'ils les trouvent très hétérogènes, ce qui s'explique parce qu'ils n'étaient pas forcément du Lot, donc pas des agneaux jeunes, pas des agneaux tendres, pas des agneaux clairs. Donc ils ont pris la décision de créer une association des éleveurs qui produisent des agneaux sous la mer. En 1982, donc, on a eu 750 éleveurs qui se sont engagés et qui ont accepté des contraintes. Donc il faut se dire aussi qu'il y a eu des mesures coercitives pour assurer la traçabilité de nos agneaux, à savoir qu'on a médaillé les brebis, on a médaillé les agneaux. À l'époque, c'était pas une norme. Ah non, non, aujourd'hui, tout le monde le fait, même ceux qui font du conventionnel. Mais à l'époque, c'était vraiment une aberration. Donc on avait un carnet d'agnelage et on devait absolument écrire le numéro de l'agneau et son âge lorsqu'on l'expédiait à l'abattoir. Donc il est vrai qu'à l'époque, on a vendu le premier agneau du Quercy. On ne l'appelait plus agneau du Lot parce qu'on voulait apporter une nouvelle image. Et cette traçabilité qu'on a pu certifier, eh bien, a trouvé un écho favorable auprès de la boucherie traditionnelle. Les bouchers nous ont dit, mais si vous êtes sûr que c'est vraiment l'agneau qu'on aimait bien avant et que vous le certifiez, eh bien, on est prêt à vous aider.
Donc les voisins, quand je dis les voisins, c'est les Aveyronnais, les Tarnais, ils disaient c'est Lautois, ils sont un peu fada, quoi, parce que se mettre, acheter des médailles, déjà, il faut les payer. Poser les médailles, avoir des petits soucis des fois sanitaires, tenir un carnet d'agnelage, remplir un document de livraison lorsqu'on emmène les agneaux à l'abattoir, c'était quelque chose qui était, je ne vais pas dire irréalisable, mais ils trouvaient ça futile et puis inutile surtout ça. Sauf que, chemin faisant, les Lautois ont trouvé une plus-value. Les bouchers leur ont dit, ben oui, on est prêt à les payer si vous les certifiez. Et ce qui s'est avéré exact. Donc c'était en francs à l'époque, c'était 2 à 3 francs de mieux. Et dans les années fin 80, juste avant 90, là, les Lautois ont rencontré les Aveyronnais et les Tarnais, et ils ont créé donc le label 3290, le label rouge, qui était agneau de fermier de bergerie, qui était spécifique bergerie, parce que nous c'est l'élevage traditionnel d'ici. Donc le 3290, bon, c'est le numéro de référencement au niveau de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. Et à partir de là, donc, on a créé l'agneau des Pays d'Oc. Au départ, il y avait ces 3 coopératives et 3 abattoirs. Donc Gramat dans le Lot, Rodez dans l'Aveyron et Castres dans le Tarn. Et ce sont toujours ces 3 sites qui sont actifs aujourd'hui. Et 1992, eh bien, on a vu naître donc l'agneau fermier des Pays d'Oc. Donc avec, au départ, on avait à peu près autour de 600 élevages. Et puis on avait autour de à peine 200 000 brebis. Donc ce qui était bien. Et on a commencé par 10 000 agneaux labellisés. Et on a progressé gentiment. Au fur et à mesure qu'on a progressé, d'autres partenaires sont venus se joindre à nous. Parce que toujours, il y avait cette histoire de valeur ajoutée. Cette plus-value qu'on apportait. Retour sur la ferme. Alors, l'histoire du label, c'est très bien, mais quelle différence pour un consommateur entre l'agneau de Lionel et un autre, comme l'agneau anglais ou néo-zélandais? Eh bien, c'est d'abord une qualité incomparable qui s'explique par le cahier des charges du label. Alors certes, pour un coût à l'achat plus élevé, mais c'est un soutien dont les éleveurs comme Lionel ne peuvent se passer. La différence, voilà, c'est au niveau du label, il n'y a pas spécialement de race bien déterminée, c'est toute race confondue. Après, voilà, c'est des agneaux qui sont sous la mer, du matin, le matin et soir, qui têtent à la brebis jusqu'au départ, jusqu'à l'abattage. Et voilà, c'est en plus, voilà, comme je disais après, au niveau IGP, il faut qu'ils aient moins de 5000 jours. Donc c'est des agneaux qui ont 4 mois, donc qui sont vraiment très jeunes. Et après le label, la différence entre le label et IGP, voilà, le label c'est 30 jours de plus, jusqu'à 150 jours. Voilà, mais même à 50 jours, c'est des agneaux qui ne sont pas vieux. Que des agneaux en Nouvelle-Zélande ou Angleterre ou peu importe, c'est des agneaux qui sont à l'herbe. Et voilà, du coup, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver à 40 kg au poids voulu. Et du coup, puis voilà, c'est des marches bien spécifiques par rapport aux débouchés. Voilà, c'est une viande qui a une certaine qualité, assez gustative justement, pas trop fort. Il y a des gens qui se remettent à manger l'agneau justement parce qu'ils trouvent que cet agneau il est pas fort, quoi. Beaucoup de gens ne mangent pas d'agneau parce qu'ils ont en tête ce truc, l'agneau c'est fort. Alors que là c'est pas du tout fort. Vu l'âge qu'ils ont, ils têtent le lait matin et soir, un peu le système au veau d'Aveyron qu'on a ici, quoi. C'est exactement le même système, c'est exactement pareil. Hein. C'est des agneaux qui têtent matin et soir, jusqu'à un mois ils restent non-stop avec les brebis quasiment. Et après on les parque, ils restent 1 heure matin et soir avec les brebis pour traiter. Et après on les parque tout seul avec de l'aliment justement par rapport à des marches label, un aliment bien spécifique et inscrit dans le cahier des charges par rapport au label. Voilà. Donc quand les gens ils vont dans le supermarché, ils vont avoir une grosse différence suivant d'où l'agneau vient, il faut regarder d'où il vient, quoi. Voilà, surtout que l'impact carbone, je pense que c'est pas du tout le même entre de l'agneau label fait dans l'Aveyron et de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande en bateau. C'est sûr que là, après il a un coût, c'est sûr, mais bon, voilà,
C'est du boulot tous les jours. L'été, il n'y a pas grand monde qui. Je pense que l'été, on préférerait aller se bronzer sur la plage que dans la bergerie, là, comme cet été où il a fait très chaud. C'était assez compliqué, quoi. Voilà. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc est-ce que vous êtes d'accord que l'acte de consommation, l'acte d'achat, finalement, c'est aussi un acte engagé et militant, dans le sens où si je vais acheter votre agneau, ça va, ou celui de d'un autre éleveur qui est engagé dans le même label que vous, ça va permettre de vous soutenir et peut-être de... soutient complètement, ça c'est sûr. Hein. C'est le consommateur qui conditionne au départ, quoi. Après, voilà, c'est un agneau quand même qui a une certaine qualité. Voilà, je pense que là, au niveau bien-être, je pense qu'ils ne sont pas trop mal non plus, quoi. Voilà, hein. Après, voilà, c'est des brebis qui sortent dehors, comme je disais après, c'est des brebis qui, pendant jusqu'au mois de juillet, elles restent non-stop dehors, et après l'automne, elles ressortent. Voilà, c'est pas des brebis qui sont toujours à l'intérieur du 1er janvier au 31 décembre. Hein. De toute façon, nous, c'est même au niveau des laitières, hein, même là, ça fait 2 jours qu'on a mis les brebis dehors. Dès qu'il fait beau, c'est dehors. C'est le plus économique. Hein. Ça fait du boulot au moins le soir et le matin. Et non, mais les bêtes, c'est pour aller dehors, c'est normal. C'est sûr. Moi, je le vois pour pas, quoi. Pour conclure avec Lionel, je voulais aborder 2 sujets qui m'ont semblé importants quand j'ai échangé avec lui. Le premier, c'est que l'éleveur accueille des bouchers lors de visites organisées par la coopérative Unicor. Une façon pour tout le monde de créer du lien au sein de la filière, pour mieux informer chacun du métier de l'autre et, en bout de course, permettre de mieux expliquer aux consommateurs l'origine de la viande, le travail fourni par les éleveurs et la qualité des produits disponibles dans les étals. Au niveau des agneaux labels, on commercialise tous les agneaux avec Unicor, la coopérative Unicor. Là, et bon, depuis qu'ils ont acquis l'abattoir d'Arsac, là, ils organisent justement par rapport au débouché des agneaux labels, des visites de bouchers sur les exploitations. Ils font pareil en même temps quand les gens viennent, ils vont voir des vômes en démarche Vaud d'Aveyron, justement pour faire voir au boucher exactement le produit de base, comment il est élevé, comment c'est dans les exploitations. Après, on nous a demandé de participer, surtout l'avantage c'est qu'on n'est pas loin de Rodez, quoi. Et en plus, sur la même exploitation, dans les 2 troupes, quoi, dans les brebis viande et les brebis laitières. Du coup, les bouchers ils voient les 2 produits en une visite, quoi. Et pareil, moi, sur Gramont, un jeune qui fait voir cette exploitation par rapport au Vaud d'Aveyron. Voir les bouchers, voilà, c'est très intéressant. C'est vrai que les bouchers sont très demandeurs. Hein. C'est vrai qu'il y a de très bons échanges avec les bouchers là, quand ils viennent. Hein. Voilà, soit ils se prennent en photo avec des agneaux, je suis sûr qu'ils doivent les afficher dans les boucheries, mais c'est très bien ça. C'est très bien, par rapport même aux clients, au moins ils sont crédibles, quoi. Ils font voir qu'ils ont vu le produit déjà, comment c'est élevé, le boulot qu'il y a au départ. Ils l'expliquent aux clients et c'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Et ça recrée du lien aussi. Ça recrée du lien, voilà, entre la base, l'intermédiaire et l'intermédiaire qui fait l'intermédiaire par rapport au consommateur, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un truc très bien, ça. Puis c'est très intéressant, parler avec les bouchers. C'est vrai qu'il y a un très beau lien qui se crée avec les bouchers. Là. Ouais. Quand ils sont venus, quelle était leur principale interrogation ou sur qu'est-ce qui les intéressait le plus? Que vous avez des exemples ou des questions qui revenaient peut-être plus que d'autres? Ouais, je pense que même eux, à la base, ils sont un peu déconnectés du produit, savoir comment il est élevé, comment ça se passe déjà à la base, comment les bâtiments, comment ils sont agencés. Ça recrée un lien avec le consommateur, point de barre. Ça, je suis sûr que ça avait besoin de... Même c'est dommage que ça ne continue pas, quoi. Là, ça s'est un peu arrêté, là, mais ce serait bien que ça continue. Hein, créer ce lien avec les bouchers, les intermédiaires. Hein. Voilà, parce que c'est quand même un produit qui a un certain coût, mais bon, à la sortie, ils se rendent compte qu'il y a du boulot derrière, quoi. Hein. Faire mettre des brebis en juillet, c'est pas la période idéale. Hein. Après, voilà, une démarche label, il faut des agneaux tout le temps, quoi.
un apport assez régulier, quoi. S'il n'y a pas cette différence de prix à l'automne, il faudra arrêter de faire mettre des brebis en juillet et juillet, c'est sûr. Le problème, c'est que si tu n'as plus de produits à fournir à une période, le marché va tomber à l'eau. Le consommateur partira sur autre chose. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Voilà. Le consommateur, il lui faut quasiment le même produit régulier, quoi. C'est ça. Et puis, dernier sujet, dans quelques heures, en début d'après-midi, Lionel accueille sur sa ferme des techniciens de la Chambre d'agriculture et de la coopérative d'Unicor. Il a participé avec eux au projet Batcool, un projet qui vise à améliorer les bâtiments face à l'augmentation des températures, via une réduction des rayonnements solaires dans le bâtiment, une meilleure circulation de l'air ou encore des matériaux innovants comme de la mousse sur les toits. À terme, les études menées sur les fermes, dont celle de Lionel, permettront un meilleur confort des animaux et réduiront le stress thermique induit par les fortes chaleurs. Voilà, on a disposé des sondes dans le bâtiment, une sonde extérieure. Et le technicien, là, David, venait 2 fois par semaine relever les températures. Mais là, manuellement, dans le parc des agneaux, chaque 4 ou 5 mètres carrés, plusieurs prises, température, humidité, et ça, il a fait sur presque 2 mois, quoi. Et après, il y avait des sondes fixes, avec des petits boîtiers qui enregistraient, et ils ont fait le relevé des boîtiers. Il y avait un boîtier dehors et 2 à l'intérieur, un sur le parc des agneaux, un sur le parc des brebis, pour voir les amplitudes de température qu'il y avait dans la journée, le jour, la nuit. On a dû les installer début juin jusqu'à mi-septembre par là. Et là, ils ont vu les gros écarts de température, les pics de température que ça peut monter, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le sac qui fait chaud, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. Nous, encore, quand on soigne, on y reste quoi, 1 heure matin et soir, ou les bêtes, elles y sont à H24. Hein. Ouais, on essaie d'ouvrir un peu tous les portails. Cet été, on avait ouvert les translucides là, pour essayer de créer des courants d'air, mais ça ne suffisait pas. Ça suffisait pas. Ouais. Et tout ce programme, tout ce suivi dans le but de mieux comprendre comment aménager les bâtiments. D'orienter les gens pour améliorer les bâtiments, quoi. Maintenant, ça existe des ouvertures, des filets brise-vent, des systèmes de ventilation, des brumisateurs. Voilà, il se fait des trucs. Qui sont plus ou moins dans l'eau. Déjà en marche laitière, il y en a pas mal qui mettent ces ventilateurs, brumisateurs. Là. Et en brebis, il va s'en installer, c'est sûr. Ça commence déjà, il commence à s'en boire. Voilà, ici, là, vu qu'on a les mises de bas l'été, je pense qu'on n'aura pas trop chaud. Hein. Donc c'est des installations que vous allez faire, quoi. Ouais. Voilà, pour les devis, au niveau ventilation, c'est autour de 15 000 € d'investissement. On va voir là. Si on le fait. Ça, c'est vos grosses questions du moment et des investissements à faire. Oui. Après, voilà, quand tu fais un investissement, tu ne sais jamais si tu vas être entièrement satisfait ou pas, quoi. C'est ça, quoi. Surtout dans ce genre de choses. Bon, je pense que si, mais. Il faudra s'adapter, comme je disais après. Il faudra adapter un peu les bâtiments au changement climatique. Quoi. Ouais. Parce que voilà, quand tu fais un bâtiment neuf, tu peux l'adapter déjà au temps qu'il y a maintenant. Là, c'est un bâtiment qui a 30 ans. Il y a 30 ans, il ne faisait pas la météo qu'il fait maintenant. Il faisait plus d'hiver, les étés, il me semble que c'était quand même moins chaud. Non, on voit quand même que le temps il change, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ce qui amène de grosses réflexions et peut-être de remettre en cause certaines choses qui se font. Vous, il me semble que vous m'avez dit que vous êtes certifié HVE. Oui, voilà, depuis décembre. Voilà. Ouais. Je sais qu'en bio, ils se posent les grosses questions avec des nouvelles réglementations d'accès toute l'année, d'ouverture des bâtiments toute l'année, ce genre de choses. Peut-être s'il y a des normes comme ça qui sont en train de se mettre en place, qui sont peut-être de fausses bonnes idées, quoi. Bon, je pense, oui, de toute façon, autant c'est sûr que les étés il peut faire très chaud, autant on l'a vu cet hiver, il peut faire à nouveau très froid, des périodes très froides. Hein. Moi, même laisser des bâtiments ouverts pour que les bêtes aillent dehors l'hiver, il n'y a pas question. Hein. Parce que les bêtes qui mettent bas ou des bêtes à lutte, non, ça, il faut s'adapter au temps, hein. C'est pas
Faut que les gens qui pondent ce genre de règlement, ils reviennent sur le terrain un peu, ils fassent comme les bouchers, quoi. Vous les accueillez, vous Ah oui, proposez- il peut venir, il n'y a pas de souci. Ah voilà, il faut quand même que les gens se reconnectent au réel, quoi. Hein. C'est bien de vouloir imposer des choses aux gens, mais on va commencer à regarder à la base si c'est possible ou pas, quoi. Il me semble.